Bonjour Monsieur Arnaud, c'est un plaisir de pouvoir vous revoir suite à notre rencontre euh, dans l'avion qui nous a amenés ici au Bénin. On s'était promis de se rencontrer et voici, chose dite, chose faite. Nous nous sommes retrouvés pour une conversation autour d'Haïti, autour de l'Afrique, autour de ce qui nous lie comme peuple béninois et haïtien. Tout d'abord, je tiens à préciser que vous êtes un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, notamment UNHCR. Ensuite, vous êtes également conseiller de l'Afrique pour la fondation Kofi Annan. Je ne sais pas si je vous ai bien présenté, mais succinctement, est-ce que vous-même, vous pouvez d'une certaine manière vous présenter? Non, bonjour, vous avez résumé, vous avez été à l'essentiel surtout, et c'est bien d'avoir été à l'essentiel. C'est vrai, je suis un ressortissant du Bénin, je suis né à Cotonou, et tenez-vous bien, à l'époque, Cotonou n'avait que quelques milliers, je dis bien quelques milliers d'habitants, 2 ou 3 dizaines de milliers quand je suis né, et Cotonou se limitait vraiment de ce côté-ci, on dirait, de ce côté-ci. Et j'ai grandi, j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires à Porto-Novo, dans 2 établissements. Et l'un s'appelait à l'époque le collège Bréguin, au secondaire Notre-Dame. Mais c'est surtout le second qui m'a fait toucher du doigt Haïti. Le second, qui était le lycée Béanzin. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Donc, après, je fais partie de la promotion qui a ouvert l'université du Bénin, ici. Et donc, c'était à Cotonou. Et en 1973, l'université a bougé vers Calavi. Et donc, je fais partie du premier groupe d'étudiants à mettre les pieds à l'université de Calavi. De la première promotion. La première promotion. D'abord, je suis de la première promotion d'ouvrir l'université en tant que telle au Bénin, à 70-71. Et ensuite, nous sommes passés en 73 à Calavi. Et de Calavi, quand j'ai terminé mes études de lettres, histoire géo, j'ai été faire les relations internationales. Et après relations internationales, j'ai fait sciences politiques. Et recruté après par les Nations Unies, où j'ai fait effectivement, comme vous l'avez dit, carrière au commissariat pour les réfugiés. J'en suis sorti inspecteur général pour les opérations. J'ai été directeur des opérations pendant 6 ans pour le monde entier, et après inspecteur général. Et de là, je suis passé aux opérations de maintien de la paix. Et le secrétaire général m'a confié à 2 reprises les fonctions d'ailleurs chef des affaires politiques dans 2 missions en Afrique, la Côte d'Ivoire et ensuite le Mali. C'est moi qui ai dirigé la délégation des Nations Unies pour la signature de l'accord d'Alger concernant le Mali. Et quand j'ai fini, donc j'ai pris ma retraite. Et mon mentor de toujours, depuis que j'ai mis pied à Genève vers la fin des années 70, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Kofi Annan m'a appelé et m'a demandé de le rejoindre pour être le conseiller Afrique pour sa fondation, ce que j'ai commencé à faire avant sa mort et que je continue de faire. Je ne suis pas un employé de cette fondation, je suis quelqu'un qui est au-dessus de l'administration et à côté de l'administration. Et je m'occupe des projets, essentiellement ceux liés au processus démocratique en Afrique et à l'intégrité des processus électoraux et à l'état de droit. Bien évidemment, vous pouvez constater que la personnalité que nous sommes en train de discuter avec est immense.
est dense par rapport au nombre d'activités, au nombre de responsabilités qu'il a pu et qu'il continue d'occuper, même en étant retraité. Bien évidemment, il s'agit de parler d'Haïti, de votre regard sur Haïti en tant que haut fonctionnaire des Nations Unies et directeur des opérations pour le monde. Vous êtes censé avoir une vision 360 sur certains pays, surtout des pays dits en développement, et notamment Haïti. Quel est votre regard sur Haïti? Écoutez, ce n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu et ce n'est pas pour essayer d'échapper à la nécessité de cautériser la plaie. C'est poignant, pour ne pas dire plus, de citer Haïti parmi les pays en voie de développement. Je le dis vraiment en toute sincérité et je le dis d'autant plus que moi j'ai été formé par des Haïtiens. Je vous ai mentionné le lycée Béanzin. Absolument. Dans les années 60. J'étais donc au lycée et je me souviendrai encore de ma classe de seconde. Il y avait des professeurs du Bénin, du Dahomey de l'époque. Il y avait des professeurs de l'assistance technique et de la coopération française. Et il y avait des professeurs haïtiens. J'en ai eu un certain nombre. Le tiers de mes professeurs, quand j'étais en seconde, étaient des Haïtiens. Étaient des Haïtiens. Et je n'oublierai jamais le censeur de l'époque, Monsieur Montou. Son nom m'est resté parce que son fils était dans ma classe et donc était dans notre classe à l'époque. Et quand on dit que Haïti est un État en développement, vous vous posez la question comment il y a 60 ans, un pays qui envoyait des coopérants au même niveau que de même niveau et au même niveau en termes de nombre que la France peut encore faire partie de ce genre de pays ou que l'on appelle en voie de développement. C'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais le fait de situer Haïti là ne se limite pas seulement à la caractéristique que je viens de vous décrire, mais au fait que c'est le tout premier pays devenu indépendant. Le tout premier pays devenu indépendant avec des habitants de ma race. Et de ma race, même beaucoup plus loin que ma race, je dirais d'origine de mon pays. Je vous ai dit que j'ai été directeur des opérations pour le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je n'ai pas mis pied à Haïti. J'ai été dans des pays voisins, j'ai été en Amérique latine, mais ayant été nourri de l'histoire, parce que j'ai fait des études d'histoire à l'Université du Bénin, j'ai compris l'importance de ce pays par rapport à mon pays et en particulier par rapport à l'Afrique en général. Voici un pays qui, et c'est prouvé, ce n'est plus une lubie, ce n'est plus un genre de chimère, c'est prouvé que plus de 85, voire 90% des Haïtiens viennent de mon pays, viennent du Dahomey, viennent du Bénin. D'accord? C'est plus quelque chose qui se discute et qui devient un défi. De deux, ce n'est plus... il y a des preuves tangibles. Vous qui êtes devant moi, Monsieur Saint-Just, si nous passons à ce que nous appelons DNA, c'est-à-dire... DNA test. On veut faire un test, il y a de fortes chances que nous avons un groupe sanguin, si ce n'est pas similaire, au moins il est proche. Et il y a des éléments qui vont se croiser.
Et c'est comme ça. Et ce que je vous dis est si vrai que quand vous regardez des Haïtiens, j'en ai rencontré des centaines dans ma carrière, l'élément ressemblance est si évident que parfois la personne n'a même pas besoin de me dire je suis haïtien avant que je me dise écoutez, vous êtes du Bénin, et la personne me dit non, je suis d'Haïti, et je dis bon, c'est la même chose. Non. Et aujourd'hui, constater que ce pays, le premier à réclamer, à obtenir son indépendance, et Haïti n'a pas obtenu son indépendance à travers la négociation, non. Les Haïtiens se sont levés, se sont soulevés et ont battu le pays qui en assurait la prédominance à l'époque et ont arraché leur indépendance. Je passe sous silence les conditions qui ont suivi. Je passe sous silence, par exemple, ce que j'appelle l'élément le plus violent, la dette payée pour son indépendance. Payée pour son indépendance. Imaginons, et là je me ramène à mon propre pays. Mon pays à l'époque s'appelait le Dahomey. À travers des luttes, parce qu'il y a eu une lutte, mais ce fut des luttes politiques, surtout avec des révoltes ici et là pour l'indépendance, pour ce qui concerne le Dahomey de l'époque et ce qui concerne la plupart des pays africains, excepté le Cameroun, l'Algérie et ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud. Sinon, ça a été des négociations, le Kenya, pour ne pas oublier la révolte des Mau Mau. Vous voyez, vous êtes battu pour obtenir votre indépendance. Et après, on vous dit, écoutez, puisque vous avez l'indépendance, vous allez maintenant payer. Et le montant, je dis bien, le montant que Haïti a payé, si on doit le lui rembourser, Haïti ferait partie des 5 pays les plus développés du monde. Rien que vous rembourser Haïti ce que Haïti a payé. C'est-à-dire si on redonne ça à Haïti aujourd'hui, en 2023, on dit Haïti, voilà, nous vous remboursons tout ce que vous nous avez payé en or, monsieur. En or, c'était pas des billets, c'est en or. Et ce tort de 1800, début 1800, 1804, 1806, ce tort, on le revend aujourd'hui, le montant suffirait à voir Haïti parmi les 10 pays, les 10 pays au monde dont le niveau de vie serait très élevé, compte tenu de la taille du pays. Et contre un pays qui déjà dans les années 60 envoyait des coopérants au Bénin, au Dahomey, des coopérants, et je le redis encore, et qui ont participé partout en Afrique. Partout. Ben, à l'époque, il y avait un lien privilégié, cher monsieur, il y avait un lien privilégié entre le Bénin, entre le Dahomey de l'époque et le régime, c'était dirigé par le régime de cette époque-là. Mais imaginez qu'on rembourse Haïti, qu'on redonne à Haïti tout ce que Haïti a payé au prix de ce qu'on appelle son indépendance, qu'on le lui redonne aujourd'hui, le pays serait très loin. C'est pour ça que le mot en voie de développement me surprend et me choque. Selon vous, est-ce qu'il y aurait un dialogue réel autour de cette question dite dette de l'indépendance ou bien autour de ce braquage financier? Personnellement, et là je parle tout simplement en observateur, mais je dirais observateur relativement avisé de la situation concernant Haïti. Vous savez, pour qu'un pays soit un pays, et malheureusement, nous n'avons comme référence qu'une seule, quand on parle d'un pays et d'un État souverain. Nous n'avons qu'une seule référence sur le plan historique. Cette référence provient d'un traité européen, c'est le traité de Westphalie,
c'est là où on parle de la notion d'État. C'est à partir de là que même se sont créés, 1748, que se sont créés les États. La notion d'État vient de là. Et donc l'État comporte d'abord un territoire, et le territoire et des hommes dessus. Et enfin, une structure qui dirige. Ce sont les trois éléments qui constituent. Vous avez la particularité, pour ce qui concerne Haïti, d'avoir le territoire. Le territoire existe. L'autre élément qui est important, vous avez des hommes et des femmes. Et ceux qui pêchent et ceux qui continuent, à mon sens, de pêcher au niveau d'Haïti, c'est le vrai leadership. Alors que les Haïtiens, à travers le monde, on en rencontre de brillants, des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des artistes, vous avez tout. Ma lecture est que ce pays qui m'est particulièrement cher pour avoir participé à ma formation, que ce pays n'arrive pas à asseoir un leadership crédible, consistamment crédible, qui puisse s'asseoir et discuter et négocier. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, regardez toute cette série de catastrophes qui frappent Haïti. Vous n'allez pas, et personne ne peut comprendre que, compte tenu de la géographie, compte tenu de l'exploitation excessive des terres ici et là, qu'on n'a pas pu, durant autant d'années, entrer dans la prévision, dans la prospective, dans l'étude des catastrophes. C'est surtout que, comme on le dit le plus souvent, cette région est une région sujette aux catastrophes naturelles. Les autres pays aussi à côté d'Haïti sont affectés, mais ils ont mis sur pied des dispositifs pour atténuer, pour prévenir, pour atténuer et pour gérer. Malheureusement, mon pays, en tout cas Haïti n'a pas pu, à travers les hommes et les femmes, n'a pas pu créer ou avoir cette capacité et de prévention et de gestion et ensuite de réponse. Ça, c'est le premier aspect. Le second qui est plus sérieux, et l'exemple, je l'ai vécu, mais là, j'étais du côté des Nations Unies. Il y a eu à Haïti des catastrophes. Et les Nations Unies sont venues aider le gouvernement et tout. Et malheureusement, la présence des Nations Unies a entraîné une crise sanitaire, n'est-ce pas? Une crise sanitaire. Des hommes et des femmes de ce pays, sous un leadership éclairé, n'ont pas réussi à asseoir une politique, je ne dirais pas de réclamation, d'abord de présentation des faits, ensuite des conséquences des faits et comment gérer ces conséquences. On n'a pas été en mesure, Haïti, de créer cela, d'avoir cette capacité. Tout cela, pourquoi? Parce que le leadership manque. Je terminerai en disant que c'est l'un des rares pays où des hommes viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, tuent un président et repartent. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a les conclusions de ce crime qui est sans nom. Vous avez évoqué un ensemble de critères pour faire État. Oui, pour faire État. Et vous avez évoqué également les capacités intellectuelles. Et on sait très bien que la première des richesses d'un pays, c'est les hommes. C'est les hommes. Ouais. Mais comment ça se fait que Haïti, étant une jeune nation, était capable d'envoyer des coopérants, des intellectuels, des professeurs pour former d'autres pays, et notamment des peuples frères africains, tout en n'étant pas capable de créer État, de faire État? Est-ce que selon vous, Haïti a besoin de la pitié du monde, ou bien Haïti a besoin plus d'amitié, comme on dit souvent des pays amis d'Haïti,
Est-ce que Haïti en a vraiment besoin de ça pour mettre en place ce leadership, ou du moins faire État? Oui. Et est-ce qu'on peut dire aussi, Oui. en observant les faits, qu'Haïti est un État failli? Oh, failli, certainement. Ah non, moi, c'est un État failli. Je vous ai donné l'exemple qui me paraît l'exemple le plus dramatique, je dis bien dramatique. Un pays où des hommes peuvent entrer, aller tuer le président de la République, ressortir comme si... Non, c'est un pays totalement failli. Et je le dis avec énormément d'amertume. Parce que j'ai rencontré énormément d'Haïtiens. Et je vous l'ai dit, j'ai été formé par des Haïtiens. Je ne suis pas seul. Nous sommes des centaines encore de ma génération qui se souviendront de l'époque où il y avait au Bénin, d'abord il y avait même une ambassade, et mieux, il y avait un certain nombre important de coopérants haïtiens, de professeurs haïtiens, hommes et femmes, qui nous enseignaient et qui nous apprenaient ce qu'il fallait de base pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Le pays a failli d'abord par le nombre à répéter. L'histoire, c'est pas parce qu'on a connu une histoire compliquée. L'histoire de ce pays a été une histoire compliquée. Vous avez vécu, moi je me souviens à l'époque où j'avais ces professeurs, on ne parlait que des tontons macoutes, n'est-ce pas, le président de l'époque. C'était des profs qui fuyaient? Ah non, ils étaient envoyés en bonne et due forme par le gouvernement. Ah, il y avait une coopération. Il y a une coopération entre Haïti et mon pays, le Dahomey à l'époque, et ces professeurs venaient dans le cadre d'une coopération, donc d'un document signé entre le gouvernement du Dahomey de l'époque et le gouvernement haïtien, de la même manière qu'il y avait un document signé entre la France et le gouvernement du Bénin pour la coopération. Et l'une des formes de cette coopération, c'était l'éducation. Ces hommes et ces femmes, pourquoi je tiens à dire que c'est une relation entre deux gouvernements, parce que c'est du jour au lendemain qu'ils sont partis. Du jour au lendemain, les professeurs haïtiens sont partis parce que le gouvernement du Bénin, du Dahomey de l'époque, avait permis la réalisation d'un film qui, le cadre idéal, le cadre géographique, l'environnement du Dahomey correspondait à ce que recherchaient les réalisateurs de ce film et de cette époque-là. Ce film s'appelle comment? Enfin, je me souviens surtout de l'acteur principal qui était Robert Hossein. C'était un Français. C'était un Français et les comédiens. Je pense que le titre c'était Les comédiens. Mais l'histoire du film, je l'ai vu un peu plus tard, racontait la vie à Haïti sous les tontons macoutes. Et je pense que le gouvernement haïtien n'a pas apprécié que le gouvernement de mon pays autorise cette réalisation et donc a rompu les relations diplomatiques, ce qui a fait que nous n'avons plus de professeurs haïtiens jusqu'à ce que j'ai mon bac. En tout cas, il n'y avait plus d'haïtiens là-bas. Mais pour en revenir à notre problème de leadership, de ressources humaines non utilisées en fonction des crises que Haïti a connues, je pense qu'il est temps. Il est temps pour ce pays d'être aidé. Et de Par faire, qui? d'abord de faire appel à ce que j'appelle, ce que personnellement j'appelle à une véritable solidarité. La solidarité envers Haïti ne doit pas être seulement des mots. Et la solidarité envers Haïti doit passer par des actes concrets. Et tenez-vous bien, cher Saint-Just, tenez-vous bien, les premiers qui doivent être au front, si on peut utiliser ce terme, ça doit être les Africains, et les tout premiers, à mon avis, doivent être mon pays. Les tout premiers. Formidable. Vous dites que le premier des peuples qui devrait
d'une certaine manière, coopérer avec Haïti, c'est bien le Bénin. Et j'aime souvent reprendre la phrase d'un éminent professeur béninois qui disait souvent, il s'agit du professeur Honorat Aguessi, qui disait souvent, Haïti, c'est l'Afrique en Amérique. C'est le Dahomey 2. Et vous l'avez évoqué aussi, il y a tellement de liens entre Haïti et le Bénin. Et ça s'est matérialisé même en 2010. Après le séisme du 12 janvier 2010, le Bénin faisait partie des pays, le Sénégal, le Bénin, le Sénégal prenait à peu près 200 jeunes et le Bénin prenait également 100 jeunes dont je faisais partie pour pouvoir les former avec possibilité de revenir au pays dans une logique de reconstruction, de contribuer. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Ces étudiants, après avoir obtenu leur licence au Bénin, se retrouvent dans la nature et dont la majorité aux États-Unis, en France, au Canada et quelques-uns en Haïti qui ne travaillent même pas pour l'administration. Et quelques temps après, il n'y a plus de coopération, même une représentation diplomatique haïtienne ou du Bénin dans les deux pays. Quelles sont vos observations par rapport à tous ces faits-là? Vous savez, réfléchissant sur les propos que nous avons échangés, j'ai quelques idées, naturellement. L'occasion me sera donnée de les étayer davantage. Mais ce que je dois garder à l'esprit au moment où nous échangeons, vous et moi, c'est que il faut être deux. Il faut nécessairement être deux. Vous ne pouvez pas vous lever tout seul et dire je vais faire. Vous ne pouvez pas vous lever tout seul et dire je vais faire Haïti ou bien Haïti doit faire. Non, il faut être deux. Et pour être deux, il faut mieux se retrouver au même niveau de lecture d'une situation pour pouvoir gérer la situation. Vous ne pouvez pas y avoir de dissonance, il ne peut pas y avoir des problèmes de compréhension, de mauvaise lecture d'une situation et vous dites ah nous allons coopérer. Moi, le terme le plus fort qu'on puisse trouver, et malheureusement ça ne dit pas tout, mais c'est le terme le plus fort. Il faut traduire dans les actes de tous les jours la réelle solidarité. Je suis sûr qu'il y a un autre mot plus fort, mais ce mot-là n'existe pas dans les termes diplomatiques ni dans les termes de relations internationales entre pays souverains. Mais le mot solidarité veut déjà être certainement le plus fort quand on veut parler de deux pays qui ont des liens de sang. La particularité avec Haïti et le Bénin, c'est que les deux pays ont des liens de sang. Mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de solidarité ou bien des gouvernements ont décidé de mettre fin à toute relation diplomatique? Non, ça ne vient pas et je ne suis pas dans les couloirs des relations internationales du Bénin. Je l'ai été en tant qu'observateur, c'est tout. Je n'ai pas été un acteur au Bénin, mais je ne crois pas du tout que mon pays, que le Bénin ait décidé d'arrêter. Non, ce que moi je sais et que j'ai vécu, parce que j'en ai été victime, je sais quand le gouvernement haïtien a arrêté les liens de coopération, rappelé son ambassadeur dans les années 60. J'étais au Bénin, j'étais au Dahomey et ça c'est une réalité
tangible que j'ai vécu en termes de conséquences, puisque mes professeurs sont partis à la fin de l'année. Mon terme solidarité en termes de les relations internationales et dans les relations entre deux pays souverains, mais que des liens de sang, des liens de sang engagent, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Nous avons beaucoup de pays, en particulier en Afrique, où des liens de sang existent. Mais ces pays sont proches, voisins, et ils sont proches, ils sont même des voisins. Vous regardez autour du Bénin, tous les pays qui ceinturent le Bénin, il y a des relations de sang. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de part et d'autre des frontières. Pour le bonheur de notre continent, il a été décidé en 1963, comme vous le savez, cette intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pour Haïti, c'est bien particulier. Quand je parle de relations de sang, ce n'est plus la proximité en termes de frontières. Ce ne sont pas des hommes et des femmes qui traversent les frontières tous les jours. Ce ne sont pas des liens qui se sont bâtis non seulement sur le sang, mais qui ont contribué à des facilités économiques et financières. Non, nous avons affaire à un pays qui a des milliers de kilomètres. Nous avons affaire à un pays qui a des milliers de kilomètres du Bénin, et avec une particularité qui est unique. C'est ce lien de sang. Cette particularité est unique. Vous n'en avez pas d'autre. Culturel aussi. Oui, bon, c'est tout va avec. Et la culture, c'est peut-être par là qu'on peut reprendre petit à petit cette solidarité, puisque l'essence d'une culture, c'est d'abord le lien de sang. C'est à partir du lien de sang que vous partagez des valeurs communes, que vous vous battez pour non seulement les développer, mais les exploiter au mieux, les renforcer, vous voyez. Mais partons de la notion de solidarité. Et qui sait, il y a quelques idées que j'ai. Je suis prêt à revenir à votre micro plus tard et à vous étayer ce que je pense qu'on peut faire à court, moyen et long terme. Excellent. Pour que les relations entre le Bénin et Haïti se renforcent. D'abord se renouent, se renforcent, et qu'on aille au-delà d'aider quand il y a un tremblement de terre. Et il faut deux pays, il faut que ce soit deux pays, il ne faut pas que ce soit le Bénin tout seul. Cher ami, il faudrait qu'il y ait du répondant du côté d'Haïti. Absolument. Sinon, le Bénin peut vouloir faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas un répondant de l'autre côté, c'est pour cela que la notion, quand je dis l'État souverain, c'est ça. En temps normal, cette notion de solidarité devrait se mettre en place naturellement au regard de tout ce qui lie Haïti et le Bénin. Oui, naturellement. Est-ce que ce n'est pas une erreur de jugement ou bien c'est une forme de priorisation de l'économie sur tout ce qu'on pourrait considérer comme lien culturel, le sang avec le Bénin? Non, personnellement, vous m'excusez de charger je ne crois pas que je serai très bien accueilli, mais comme c'est mon pays, Haïti aussi, puisque par le sang, je suis lié. On n'a pas besoin de visa pour venir. Oui, je sais. Donc, peut-être je ne suis pas bien reçu par ce que je dis. C'est que Haïti, j'entends, les autorités, il faut que les autorités se lèvent. C'est-à-dire, il faut qu'elles existent. Il faut que ce pays ait... On revient à cette notion de leadership. Oui, un leadership qui se dit, mais on ne peut pas continuer. C'est le seul pays dans cette région qui vit ça. Dans la région des Caraïbes, c'est le seul. C'est pas normal qu'à côté, sur la même île, je dis, il y a une partie qui marche. La République dominicaine. Et que de l'autre côté, que ce soit, c'est-à-dire, je n'ai été ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai rencontré des ressortissants de l'un et de l'autre. Je suis étonné par cela. Et c'est pour ça que je dis, il faut un leadership. Il faut que les dirigeants et que ce pays finisse par se dire, après tout, je ne vais pas vivre
entre guillemets, je ne veux pas vivre de précipitations excessives, de tremblements de terre, de guerre et tout. Non, il faut que nous ayons un leadership, qu'on ait des élections, il y en a eu. Mais les intérêts des proches de cette île ont fait que ceux qui ont eu des idées n'ont pas pu les traduire dans les réalités. Il faut qu'on laisse le peuple haïtien reprendre son destin dans ses mains et créer, que ce peuple se donne une structure gouvernementale, se donne un corps d'administration qui jure par un seul fait, donner, créer un espoir pour ce pays, pour que ce pays arrête. Vous avez utilisé le mot tout à l'heure, je ne le reprendrai pas. C'est choquant pour le premier pays noir qui ait obtenu l'indépendance, qu'on nous dise que les autres doivent aujourd'hui servir des pitances à ce pays. Je trouve ça totalement... C'est pas offensant, c'est même plus loin que cela. Il faut qu'on arrête et que ce pays se lève et reprenne son destin en main. Et les capacités existent. Quel est selon vous le rôle que peuvent jouer les institutions internationales dans la reconstitution d'Haïti comme État? Est-ce que les institutions internationales doivent être observer Haïti, développer son leadership, ou bien accompagner Haïti? Et le cas où Haïti se fait accompagner, est-ce que ce ne serait pas de la pitié? Non, pas du tout. Je voulais voir comment vous allez... votre argument allait chuter. Et j'apprécie la dernière partie. La première partie ne m'intéresse guère. La dernière partie est beaucoup plus proche de ce qui doit être fait et nécessairement fait. C'est-à-dire être accompagné. Ce ne seront pas les organisations internationales qui vont créer ce leadership. Pas du tout. Dans aucun pays, on a vu une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, se substituer à la notion de gouvernement. Non. On a connu, mais il y a longtemps, très longtemps, ce qu'on appelait des États sous tutelle. N'est-ce pas? C'est le dernier exemple, c'est Timor. N'est-ce pas? On a connu ça avec les Nations Unies qui ont assumé quelque temps la tutelle de ce pays. Mais on allait vers l'indépendance. Tout cela faisait partie d'un processus politique. Non, ce n'est pas ce qu'il faudra à Haïti. Haïti n'a pas besoin d'être mis, je l'ai entendu dire. Sous tutelle? Non. Je ne crois pas. Il y a même cette notion d'une éventuelle occupation américaine. Oui, non. Je ne crois pas que ce soit la solution. D'abord, pourquoi? C'est comme si vous greffez un corps étranger. Vous greffez un corps étranger sur un fruit ou sur un arbre. Il va prendre. Ça, c'est la meilleure hypothèse, la plus positive. Ou ça ne va pas prendre. Si cela prenait en termes de greffe, il faudrait absolument créer les conditions pour que cette greffe ne soit pas un jour rejetée. Donc, évitons ce que j'appelle des hypothèses. Travaillons plutôt à créer ou à faire comprendre aux Haïtiens eux-mêmes que c'est à eux de commencer le jeu. C'est à eux de se dire, nous avons un État à construire. Pour notre bonheur, nous avons sur notre État des populations. Pour notre bonheur. C'est aussi pour notre malheur. Mais retenons que ce qui est important, c'est pour notre bonheur. Cela veut dire que ces populations doivent être, entre guillemets, administrées. C'est ça le premier point. Il faut une administration des populations.
Et cette administration devait conduire progressivement à la notion de ce que j'appelle la prise en main de notre destinée ou de notre destinée. Vous ne pouvez pas, à l'état actuel de ce pays, de tout ce qu'on apprend de ce pays, dites-moi, s'il y a un gouvernement, si oui, comment ça se fait que l'insécurité a atteint ce degré, ce niveau? Il y a un gouvernement? Ah oui? Pourquoi la notion de rançon est l'élément le plus partagé sur l'ensemble du territoire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'administration. Ça veut dire que l'élément sécurité, qui est là, le premier élément dont les populations ont besoin, n'existe pas. Vous devez d'abord avoir la sécurité et la sûreté des hommes et des biens. Des hommes et des biens. Et cela, ça se crée à travers un appareil sécuritaire. Ça peut être une police, ça peut être une gendarmerie, ça peut être une armée. Et vous ajoutez à cela les deux autres structures essentielles pour la sécurité et la sûreté. Deux éléments essentiels. Le premier, c'est la gestion de tout ce qui est eau et forêt, quel que soit le pays, parce que dans un pays, il y a cet élément-là. Et le dernier point que l'on néglige souvent quand on parle d'éléments de sécurité et de sûreté, les douanes. Les douanes. Il se fait que c'est une île, certes divisée en deux, c'est une partie de l'île, mais il vous faut contrôler ces 5 éléments-là. Donc l'armée vis-à-vis de l'extérieur, la police et la gendarmerie vis-à-vis de l'intérieur, la gestion, les eaux et forêts, et vous terminez avec les douanes. Pourquoi les douanes? Vous ne pouvez pas parler de sécurité si vos portes sont ouvertes et si n'importe qui rentre avec n'importe quoi pour n'importe quel objectif. Non, pas du tout. Quand vous commencez par ces 5 éléments en termes de sécurité, vous passez maintenant et progressivement à la notion qu'on pourrait appeler l'élection et tout ce qui va avec. Le leadership, la constitution d'un leadership, avec des moyens pour convoquer les populations, pour parler de constitution, pour parler de l'élection. Il ne faut pas qu'on croie que l'élection est là, le genre de panacée nécessairement pour un leadership. Non, n'est-ce pas? Si c'est ce qui est retenu par les populations, on y va. On peut passer par... Et Haïti a connu ça. Il y a eu des projets pour avant constitution, ensuite constitution, et faire respecter la constitution par les hommes qui sont élus. Ces hommes doivent avoir un seul objectif. L'existence d'Haïti et le bien-être des populations d'Haïti. Excellent. On a d'une certaine manière abordé Haïti dans sa beauté et dans sa laideur également. À présent, parlons de l'Afrique. Quel est votre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui? En 2050, la population africaine aura doublé et plus de la moitié de la population sera moins de 25 ans. Oui. Vous savez, je souris beaucoup à cette idée. Bon, ça fait plaisir à tout le monde ou à beaucoup, en disant ce siècle sera le ciel de l'Afrique. Oui. J'ai eu le temps d'apprendre qu'il ne faut pas vivre de gadgets. Non. C'est vrai qu'il faut se fixer des caps. C'est vrai qu'il faut mobiliser des populations autour d'un projet, autour d'une vision. Mais dire le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique ou ne sera pas. Alors, mon point, ma grande question, c'est est-ce que le ne sera pas, c'est pour au niveau de l'Afrique ou le siècle? On dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique ou ne sera pas. Le 21e siècle va exister. Il sera. Mais l'Afrique, à l'intérieur de ce 21e siècle, doit être
doit être la grande question. Et ça ne doit pas être quelque chose qui se vit de gadgets et qui se vit de propos. Il faut se retrousser les manches et Dieu merci, des institutions, des pays qui constituent ce continent, en prennent conscience. Il y a des structures qui apparaissent, il y a des visions qui se concrétisent. Là où cela me peine quelque peu, parce qu'il y en a, hein, il y a des structures qui ont été mises sur pied, il y a le commerce, par exemple, le ZECLAF et autres. Mais mieux, c'est que nous devons trouver les voies et moyens pour revitaliser nos commissions régionales. Vous savez, en Afrique, nous avons 5 commissions régionales. Et les 5 commissions régionales ne sont pas au même niveau. La grande question, et là, ce n'est pas un pavé que je jette dans la mer, la grande question est, quand vous dites l'Afrique, le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. Mais de quelle Afrique? Est-ce que nous parlons de l'Afrique avec 54 États? Est-ce que nous parlons de l'Afrique commission et commission et commission et commission? Est-ce que nous parlons de l'Afrique qui va devenir, à partir de 5 grandes commissions, un seul continent et une seule structure politique? Non. Ou est-ce que nous parlons de chaque des 54 parties? Je vous donne un exemple, voire 2. Le premier exemple, je vous ai mentionné les 5 commissions. Vous savez que nous en avons 5. Nous avons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, plus l'Afrique du Nord. D'accord? Ces 5 commissions, quand vous fermez les yeux et vous dites, est-ce que ça fonctionne? Les 5 commissions ne fonctionnent pas au même niveau. Il y a certaines qui font des progrès réels, et mon pays fait partie du groupe qui fait des progrès réels, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Oui. Quand vous comparez l'Afrique de l'Ouest, et en second lieu, vous avez l'Afrique orientale, ces deux-là font des progrès réels, malgré des crises constitutionnelles, des guerres ici et là. L'Afrique du Nord est totalement amorphe. Je ne crois pas qu'il y ait une réunion de ce qu'on appelle la partie, cette commission-là. Il n'y a pas eu de réunion où les chefs d'État se sont assis depuis un minimum de 10 ans. Il y a eu des réunions avec des techniciens, voire au niveau des affaires étrangères, mais que les 5, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye et les 6, voilà, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie, puisque la Mauritanie était auparavant dans l'Afrique de l'Ouest, elle est sortie, elle est passée de l'autre côté. Donc il faut que cette commission marche. Regardez la commission de l'Afrique centrale. Elle ne bouge pas non plus. L'Afrique australe bouge, entraînée par l'Afrique du Sud, mais pas suffisamment. Nous sommes encore loin de ce qu'il faut pour que l'Afrique, pour que le 21e siècle soit le siècle de l'Afrique. Parce que pour moi, ça ne doit pas et ça ne peut pas être le 21e siècle de chacun des 54 pays. Non, 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 non. C'est pas là où la solution se trouve. Il faut qu'on parle d'un ensemble. D'une entité. D'une entité, ou quelque chose de proche d'une entité. Il faut que ces 5 commissions travaillent suffisamment, créent les conditions. D'équilibre surtout. Oui, oui. Mais, en termes de décision. De décision. La seule commission qui marche, je vous le dis sincèrement, marche relativement bien, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est la seule région où vous sortez d'ici, vous allez à droite, vous n'avez pas besoin de visa, vous allez à gauche, vous allez au nord, vous n'avez pas besoin de visa. Regardez les autres. Bon, l'Afrique orientale fait de même. C'est-à-dire vous avez 3-4 pays maintenant, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, voire
le Sud-Soudan, où on peut circuler. En Afrique de l'Ouest, il y a eu une intégration relative. Et cette intégration relative, si on la retrouvait au niveau des 4 autres commissions, en termes de niveau, nous pourrons dire oui, ça va servir à définir des politiques, je dis bien, des politiques dans différents domaines de la vie des populations qui vont naturellement secouer en termes de recherche, d'abord en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de recherche, et à partir de la recherche, naturellement, la production. Parce que c'est ça, le 21e siècle. Le 21e siècle, que l'on veuille ou pas, sera africain. Il le sera, mais il faudrait que nous en fassions quelque chose qui mérite d'être retenu par l'histoire. Selon vous, quels sont les plus grands enjeux de notre continent par rapport à ce 21e siècle? On aura beaucoup plus de personnes, d'hommes et de femmes, surtout très jeunes. Oui. C'est sûr et certain, il va y avoir des enjeux en termes d'employabilité des jeunes, en termes de mise en place des structures capables de réguler. Pensez-vous que la controverse qu'il y a même en Occident, surtout de cette surpopulation de l'Afrique, pensez-vous que c'est une folie ou... Écoutez, j'ai eu... une controverse évidente? Non, j'ai eu dans certains milieux autorisés à ne pas embrasser cette idée de surpopulation, sincèrement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, ce que je retiens cela, c'est qu'au début c'était le 19e siècle, c'est-à-dire quand on est sorti de ce fameux congrès qu'on appelle le congrès de Berlin, Oui. l'Afrique, telle qu'elle était, c'était moins de 150 millions d'habitants. Moins de 150 Très peu. Par Par rapport à ceux qui ont fait Berlin, qui étaient, je crois, 4 fois plus. Ils étaient entre 420 et 450. Donc, sincèrement. Mais s'ils ont pu le faire, c'est à cause du fait que nous étions, l'Afrique était dépeuplée par plusieurs siècles d'esclavage. Donc aujourd'hui, nous dire, et puis quand vous fermez les yeux, vous regardez les pays ou les régions qui avancent, ce pas des régions, ces régions ne sont pas plus grandes. Pas du tout. Que l'Afrique. Elles ne sont pas plus grandes, pas du tout. Non. Laissons cette querelle à ceux qui s'y intéressent et qui s'y plaisent. Nous devons, à mon avis, puisque vous me posez la question, nous consacrer, dévouer notre temps à 3 points clés pour moi. Le premier point, c'est la sécurité. Le premier point, c'est la sécurité. L'enjeu majeur, c'est cela. Et quand on parle de sécurité, vous avez le phénomène des guerres. Vous avez d'autres phénomènes liés à la sécurité. Moi, l'environnement, les changements climatiques, c'est d'abord un problème de sécurité. N'est-ce pas? Quand on parle de la sécurité des populations, mettez-y nécessairement l'environnement et les changements climatiques. Donc le premier point, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Le deuxième point qui est clé pour moi en Afrique, c'est l'éducation. Avec l'éducation, je peux vous dire, ce que vous appelez le 21e siècle sera ou ne sera pas, l'éducation doit pouvoir nous aider à entrer dans ce 21e siècle. L'éducation, avec l'éducation, va la formation, la recherche et tout, mais d'abord l'éducation. L'éducation, et cette même éducation va effectivement avoir un impact sur le point que vous avez soulevé, et vous parlez des jeunes. Absolument. Regardez tout. Si on accordait un tant soit peu d'importance aux productions ou aux éléments de recherche des jeunes Africains, vous n'avez pas idée. Si on leur accordait la même publicité, si on leur accordait
les mêmes moyens, il y a tant de choses que le monde s'émerveillera à constater que cela se passe en Afrique. Absolument. Et cela se passe avec les jeunes. Donc, la sécurité d'une part, l'éducation. Et ensuite, le troisième et dernier point, c'est ce que j'appelle la gouvernance. Comment vous gérez les hommes et les femmes qui sont dans un pays, dans une région et sur un continent. Parce que il faudrait un minimum, moi je l'appelle ainsi, un minimum de règles de gouvernance. Parce que quand vous voulez ensemble marcher vers un but, il faut vous donner des règles. C'est-à-dire, il ne faut pas que la gouvernance à droite soit différente de la gouvernance à gauche, au nord ou au sud. Non, il faut travailler à harmoniser la gouvernance. Une forme de cohérence. De cohérence dans ce qui se passe à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc vous avez une gouvernance, et cette gouvernance de l'État, une gouvernance des pays, si elle se retrouve, forcément elle va déboucher sur une intégration qui sera progressive. C'est-à-dire, il ne faut pas se lever demain et dire l'Afrique, 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 l'Afrique. Non. Moi, je reconnais aux pères de l'indépendance leur volonté de débattre de ce sujet, d'en parler, de l'avoir comme vision, mais personne ne pouvait, ni en 1960, comme personne ne peut, en 2023, décréter, on ne décrète pas une intégration, on ne décrète pas, on travaille vers une intégration, on pose des actes, on les pose. D'abord, avant de les poser, on étudie, on les propose, on échange dessus, on finit par les poser, on les évalue, et ensuite, on pose un autre acte. Et il faudrait y aller petit à petit, doucement, mais à travers des gestes concrets, à travers des décisions concrètes, des réalisations, des évaluations de ces réalisations, et dire quel chemin nous avons parcouru, que nous reste-t-il à faire, comment modifier les prémices, comment ajuster ce que nous avons fait afin d'asseoir la suite de ce que nous avons fait. Parfait. Nous sommes quasiment à la fin de notre conversation que j'estime très intense. Oui. Et c'est sûr et certain que ceux qui vont regarder, celles et ceux qui vont regarder, retrouveront d'une certaine manière une brèche de pensée sur l'état de nos pays, et en termes de leadership pourraient également s'inspirer sur la manière de mettre en place certains dispositifs, même à leur petite échelle. Avant de finir, quel regard portez-vous sur la prise du pouvoir par certains militaires? Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et il se pourrait, vu l'état des choses au Sénégal, que le Sénégal connaisse la même situation. Que pensez-vous? Quel est votre regard? Je pourrais peut-être vous surprendre. C'est triste, c'est malheureux, et cela n'aurait jamais dû se produire. Ce qui s'est produit, cela n'aurait jamais dû se produire. Il y a une constitution. Quand il y a des conflits, la constitution doit permettre, à travers des articles de cette constitution, de gérer les conflits. Parce que c'est ça, la constitution, c'est pour gérer les conflits au niveau des gens qui se sont retrouvés sur un territoire et qui se sont donné un leadership. Bon, mon propos ici, je ne suis pas pour, je ne le cache pas, je ne suis pas pour. Je trouve que ces hommes et ces femmes qui ont cru que c'est la solution, qu'ils démontrent
que c'est la solution et ils seront applaudis. Mais ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas à mon avis, une bonne solution pour régler des problèmes qui existent au niveau de la gestion d'un État. Il est temps, il est vraiment temps que nous tournions cette page-là de coups d'État, pensant que les coups d'État vont résoudre les problèmes que nous vivons. Le tout premier problème que nous vivons en Afrique, c'est vrai, c'est le problème de sécurité, mais va avec le problème de sécurité la vie des populations. La vie des populations. Et cette vie des populations passe, pour moi, par la nécessité de former des hommes et des femmes capables de respecter, par exemple, de respecter la Constitution, ou de s'asseoir, de les changer, mais sans nécessairement passer par les armes, prendre le gouvernement ou prendre un pays par les armes, c'est reconnaître que la Constitution a échoué, c'est reconnaître que soi-même, on n'a pas été capable d'aller interpeller les hommes ou les femmes en charge des affaires pour leur dire ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut pas continuer et ce n'est pas en harmonie avec la Constitution qu'ensemble nous nous sommes donnés. Je pense que les transitions vont se faire le plus rapidement possible. Les structures indiquées, les gouvernements y travaillent pour que cela se passe le plus rapidement et que ces pays retrouvent une forme constitutionnelle qui permet de débattre, de respecter la notion de l'état de droit, de respecter les droits de l'homme, de songer à la sécurité des populations, de songer au bien-être des populations et pour tout cela en tenant compte de ce changement climatique qui ne va pas nous épargner. Le changement climatique n'épargne pas l'Afrique et ne va pas nous épargner. Nous devons utiliser ce changement climatique pour retracer une autre façon de bâtir un avenir commun qui nous attend. Et le Sénégal. Comment? Le Sénégal. Oui, non, je pense personnellement que des voies et moyens seront trouvés dans ce pays pour ce qu'il représente, pour éviter ce que vous avez indiqué. Moi, je ne crois pas que cela va devenir une panacée en Afrique de l'Ouest, qu'il faille passer par ce genre de changement constitutionnel. Non, ça ne doit pas devenir une panacée, je le souhaite. Enfin, malgré tout ce qui se passe au Sénégal. Je ne crois pas qu'on y passera. Non, il ne faut pas que la panacée passe par là. Cette panacée qu'on a vécue dans 3 autres pays, dans la sous-région. Non, je ne crois pas. Et je ne pense pas non plus que cela se posera. Les Sénégalais trouveront des voies et moyens. Ne pensez-vous pas qu'il y a en quelque sorte un changement de paradigme, surtout au niveau des partenaires, en fait? Qu'appelez-vous les partenaires? Le changement de paradigme, je croyais pas que vous avez dit par rapport au pays, aux populations, avec la jeunesse qui lit les choses différemment. Plutôt un changement de partenaires. Les partenaires historiques de l'Afrique ont toujours été d'une certaine manière des Occidentaux. Oui. Bien sûr que l'Afrique, dès son indépendance, a toujours essayé d'avoir d'autres partenaires, notamment l'URSS, le Bénin. Oui. D'ailleurs, a eu de très bonnes relations avec l'Union soviétique. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un retournement de... Vous savez, c'est peut-être... je voudrais un tout petit peu élever le débat en termes de système international. C'est une réflexion
je ne dis pas qu'elle est aboutie, ma réflexion. J'ai des articles, j'écris. Vous savez, le système international que nous connaissons aujourd'hui, c'est un système international qui est dépassé. Les faits, tous les jours, nous le montrent. Il est dépassé parce que nous sommes partis de ce qu'on appelle la sécurité collective, pour ce qui concerne ceci. La sécurité collective. Et c'est la sécurité collective qui nous a donné la Charte des Nations Unies. Absolument. Bon, moi j'appelle, j'ai fait histoire et sciences politiques, nous avons connu 4 systèmes internationaux. Nous avons le système international qui est parti du fameux traité de Westphalie, qui a culminé avec Napoléon et qui, à travers le congrès de Vienne, a débouché sur le second système international. Ce second système international a conduit le monde, parce que, qu'on le veuille ou non, c'était un groupe de pays quand même qui constituait le système de la société. Des nations. Et ça a débouché sur la Société des Nations, qui est la troisième, je dis bien, la troisième forme de système international. Et la quatrième fut ce que je vous ai indiqué, sécurité collective, et qui est née d'une guerre mondiale, comme les deux précédentes, c'est-à-dire aussi bien la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont créé 2 systèmes. Le congrès de Vienne, on ne peut pas l'appeler guerre mondiale, ça touchait une partie du monde. Il s'avère que cette partie du monde dirigeait le monde à cette époque-là. Je suis d'avis qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Si vous me demandez vraiment, je suis d'avis qu'il faut passer à un autre système international où le multilatéral. Car les institutions en place actuelles sont dépassées. À mon avis, ils sont dépassés. Ils sont dépassés parce que ces institutions. Je prends le cas des Nations Unies. J'y ai passé plus de 30 ans. Je peux en parler à juste titre. Ce que j'appelle les bras des Nations Unies, les agences spécialisées, les fonds, les programmes tels que, vous voyez, le PAM, le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissaire pour les réfugiés, l'UNICEF, ça c'est des fonds, ce n'est pas des agences. Les agences, c'est l'UNESCO, l'Union internationale des télécommunications, la météo, et tout ça. Ça, c'est les agences spécialisées. Ces agences, ces institutions travaillent à merveille. À merveille. Il n'y a rien à dire. Elles travaillent à merveille. Non pas parce que j'en sors, mais parce que ça se voit. Leur fait, l'évaluation de leurs faits conduit à cela, sans faute. Mais par contre, la superstructure ne fonctionne plus. Et la superstructure, c'est le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Vous voyez, c'est les 2 superstructures du système des Nations Unies. Et vous voyez, l'Assemblée générale prend des décisions, mais ces décisions ne font pas force de loi. Par contre, le Conseil de sécurité prend une décision et ça engage le monde entier. Non, nous ne devrons plus continuer avec un système pareil. Il faudrait réfléchir sur ce que moi j'appelle facilement la 5e génération et je ne fais pas partie de ceux qui croient ou pensent qu'il faut nécessairement passer par une guerre mondiale violente, parce que je considère que ce que nous vivons aujourd'hui est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que vous et moi n'avons pas les armes, nous ne sommes pas en train de nous battre qu'on ne va pas l'appeler guerre mondiale. Ce sont les effets d'une guerre, ce sont les effets d'une crise qui lui donnent le côté mondial ou pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, après la crise de la Covid que nous avons connue, après la crise ukrainienne que nous connaissons, et tout cela dans un monde où le changement climatique est l'élément numéro 1, cela affecte tout le monde. C'est déjà une guerre mondiale. Et cette guerre mondiale que nous vivons a fait ressortir, à mon sens, quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que je me dis, on ne peut pas aller
à la 5e génération sans gérer ce que ces crises que je viens de vous nommer ont provoqué. Et c'est... Oui. Une dernière question. Oui. Quel est le rôle Oui. que doivent jouer nos États, les États africains et les États souvent mis de côté? Je vais vous dire ce que... Vous voyez, je vous ai parlé de la nécessité de cette 5e génération. Il la faut. Mais avant d'y aller, je pense sincèrement qu'il ne faut pas y aller les yeux fermés. Il ne faut pas aller créer un système international parce que les crises que je vous ai citées sont des crises de vie ou de mort pour le monde entier. Ces moments, ces dernières années que nous avons vécues ont fait ressortir quelque chose qu'on n'avait jamais connu auparavant. Les ressentiments. Les ressentiments des pays et des peuples. Vous devez nécessairement gérer ces ressentiments avant de créer quelque chose d'autre. Je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il faut réformer. Le système que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un système à réformer. J'ai eu un grand patron qui a voulu le réformer, ceux qui l'ont suivi cherchent toujours à le réformer. On en est là, on ne bouge pas. Non. Il faut gérer d'abord les ressentiments que nous vivons aujourd'hui. Et les ressentiments s'adressent aux uns comme aux autres. Le sud vers le nord vers l'est vers l'ouest, etc. Il y a beaucoup de ressentiments au niveau des États, au niveau des pays, au niveau des peuples. Il faut s'asseoir. Et ça se voit. Ça se voit. Vous voyez, je suis très concret dans ma réflexion. Je vais vous surprendre en vous disant ce qu'il faut faire concernant comment gérer les retours. Je suis toujours inspiré quand je gérais les crises à travers l'Afrique et à travers le monde, pour le Haut Commissariat pour les réfugiés. J'étais frappé par ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec le président Nelson Mandela, cette fameuse commission Vérité et Réconciliation. Je pense qu'il faut trouver une structure au niveau mondial où tous ces ressentiments, pourquoi nous sortons tant de choses aujourd'hui contre les anciens pays colonisateurs, pourquoi au niveau de ces pays-là, il y en a autant contre les États-Unis ou contre la Russie ou contre la Chine. Tout cela, il faudrait qu'on s'asseye autour d'une table, en petit comité, mais qu'on gère ces retards. Que ça sorte. Et qu'on accepte, oui, c'est vrai, je vous ai exploité. Oui, c'est vrai, je vous ai traité, je vous ai utilisé comme des esclaves. Oui, c'est vrai, j'ai fait comment appelle-t-on des armes nucléaires sur votre territoire. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai utilisé votre uranium et tout. Oui, mais ça ne veut pas dire nécessairement ça va vous coûter ça. Non, vous devez me payer cela pour que mon ressenti soit apaisé. Non, je dis non. Les ressentis sont gérés à travers ce genre d'une commission indépendante de réconciliation de dialogue. Le monde entier. Et ce qui sort de là comme conclusion et recommandation servira de base pour le nouveau système international que j'appelle la 5e génération. C'est révolutionnaire ce que vous dites. Oui, mais je vous donne un plan d'action. Vous m'interrogez, je vous le dis. C'est fruit de ma propre réflexion. C'est ça qui va servir la 5e génération. Il ne faut pas qu'on se lève aujourd'hui pour dire allons créer un nouveau système international. Il faut lui donner de la substance, il faut lui donner de la matière. Et parce que en 1918, 1919, il n'y avait pas le changement climatique. En 1944-45, il n'y avait pas de changement climatique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un autre système sans parler du système du changement climatique. Allons un tout petit peu plus loin et je termine avec ça. On ne peut plus dire, attention, il n'y a que les États qui comptent. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, cher ami, on ne doit avoir autour de la table que les États. Quand vous savez qu'il y a des sociétés qui peuvent acheter tous les États, prendre tout leur budget et dire, ça, moi je suis... Vous prenez ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA. Chacun d'eux peut acheter une dizaine, une vingtaine de pays, facilement, Absolument. En termes de budget. Donc, résultat, mon souci à moi, nous ne devons plus continuer à penser notre monde uniquement
à travers les États. Il faut également y inclure ceux qui ont les moyens, parce que vous n'allez pas gérer le climat, les problèmes du climat sans le GAFA. Ces entités. Vous ne pouvez pas. De la même manière, vous ne pouvez pas vous lever et dire j'ai les États, j'ai les GAFA, mais la société civile compte aujourd'hui. Vous devez lui trouver une place autour de la table. Donc, nous devons aller vers un système international, et je ne cite que ces 3 éléments où les composantes de manière holistique doivent être différentes de ce que nous avons aujourd'hui. Je terminerai en vous disant que autant vous dites que vous avez dit le 21e siècle sera africain, autant moi je vous dis il doit y avoir des recompositions. Quand vous regardez dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches. Il y a des pays, des continents qui sont beaucoup plus proches les uns des autres. Il y a certains qui sont très loin et d'autres qui sont proches. Nous, en tant qu'Afrique, il s'avère qu'on le veuille ou non, que nous avons que quelques vingtaines de kilomètres qui nous séparent d'un continent avec lequel nous avons eu des relations conflictuelles auparavant, difficiles et harmonisées à travers des processus d'indépendance et à nouveau difficiles. Non, nous devons, notre avenir, quand on parlait du 21e siècle africain, mais pour qu'il le soit, cela dépend des Africains d'abord, mais cela dépend également de la proximité. Qu'on a créée et qui existe avec l'Europe, qu'on le veuille ou non. Vous ne pouvez pas couper les liens, couper les ponts. Non, vous ne pouvez pas couper les ponts. Vous pouvez pas. Donc, je parie sur l'avenir, et je parie sur l'histoire. Ces 2 continents gagneront à travailler ensemble. Parce que, mais sur d'autres bases. Sur d'autres bases, absolument. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on gère l'élément de ressentiment. Il faut le gérer absolument. Parce que si vous ne le gérez pas, nous allons continuer. Ils vont continuer à parler de remplacement ou bien de je sais pas quoi, de décivilisation, et ou nous dire vous avez trop, vous faites trop d'enfants. Non, pas du tout. Les enfants que nous ferons un jour, qu'on considère aujourd'hui, entre guillemets, trop, beaucoup trop, ces enfants serviront un jour ou l'autre, pas seulement l'Afrique, mais serviront le monde entier et serviront un continent qui est sous nos yeux et qui se dépeuple et qui vieillit. Ce que vous dites est tellement vrai, c'est que l'Afrique vous a formé et vous avez servi le monde. Oui, à travers mes fonctions. Absolument, et plein d'autres personnalités sont dans ce registre-là. Oui, absolument. Et donc c'est une manière pour vous dire merci. Oui, je vous en prie. Merci de vous avoir mis et de continuer à vous mettre à disposition de l'humanité. Et nous sommes très contents de pouvoir faire cette interview avec vous. Et c'est sûr et certain, celles et ceux qui vont regarder aussi, ils vont beaucoup apprendre. Merci. Ce fut un plaisir d'abord d'avoir voyagé avec vous et de participer à cet exercice de questions et de réponses. J'ai essayé d'être le plus sincère à l'étape de ma réflexion et de mon expérience, de partager ça avec vous. Et j'avoue que c'est des pistes de réflexion que j'ai mises sur la table, rien d'autre. Il y aura des pros, mais l'essentiel, c'est que le débat existe et qu'il soit mené. Merci beaucoup. Merci et bon infiniment. séjour chez vous. Merci.